Bonjour à tous, bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins seront de retour éternellement grâce à Antoine Ravon, Mathilde Wagman, Marianne Chasseur, Géraldine Mosna-Savoie et Jean Danielou, à la lecture dionysiaque des textes cette semaine Jean-Louis Jacopin, à la réalisation puissante Lydia Portis-Guérin, avec aujourd'hui à la prise de son reconnaissante Élise Le. À 10h47, ce sera l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillons. Géraldine qui vous parlera d'écologie à partir d'un débat entre Cornelius Castoriadis et Daniel Cohn-Bendit, publié aux éditions du Bord de l'Eau. Le crépuscule des idoles, deuxième temps. Après Céline Denat, qui hier nous a présenté le petit coin de soleil et la déclaration de guerre, avant Dorian Astor qui effectuera un raid ou une flânerie, c'est selon, dans l'inactuel, et Paolo Diorio qui vous expliquera comment le vrai monde finit par tourner à la fable, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Yanis Constantinides pour évoquer le dernier chapitre du crépuscule, juste avant que le soleil ne se couche, chapitre intitulé « Ce que je dois aux anciens ». Un mot pour conclure sur ce monde auquel j'ai cherché des voies d'accès, auquel j'ai peut-être trouvé une nouvelle d'accès nouvelle, le monde antique. Mon goût, qui pourrait bien être le contraire d'un goût tolérant, est loin là encore de dire oui en bloc. De manière générale, il n'est pas enclin à dire oui, aime encore mieux dire non et préfère absolument ne rien dire du tout. Cela vaut pour des cultures entières, cela vaut pour des livres, cela vaut aussi pour des lieux et des paysages. Au fond, c'est un tout petit nombre de livres antiques qui comptent dans ma vie. Les plus célèbres n'en sont pas. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai reçu d'aucun autre poète le même ravissement artistique que celui que me procura d'emblée une ode d'Horace. Dans certaines langues, on ne peut même pas vouloir ce qui est atteint ici. Cette mosaïque de mots où chaque mot, en tant que son, que position, que concept, fait déferler sa force à droite, à gauche et sur le tout. Ce minimum dans l'étendue et le nombre de signes, ce maximum obtenu par là même dans l'énergie des signes, tout cela est romain, et si l'on veut m'en croire, noble par excellence. Tout le reste de la poésie devient par comparaison quelque chose de trop populaire, une simple volubilité du sentiment. Bonjour Yanis Constantinides. Bonjour Adèle Van Rett. Bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. Merci. Vous enseignez la philosophie à l'école Boulle et dans le secondaire au lycée Guillaume Tirel et Émile Dubois. Et on vous doit notamment un livre intitulé « Le nouveau culte du corps dans les pas de Nietzsche » qu'on trouve aux éditions, chez François Bourrin, éditeur. C'est donc avec vous que nous allons parler de ce dernier chapitre du crépuscule des idoles intitulé « Ce que je dois aux anciens ». Il est étonnant de voir que Nietzsche boucle son ouvrage avec l'affirmation d'une dette, une forme de reconnaissance envers ces anciens sur lesquels il a beaucoup, à l'aide de son marteau, tapé et critiqué, notamment par les critiques qu'il adresse à Socrate et Platon. Une reconnaissance de dette, en effet. C'est un texte qui a été ajouté tardivement au crépuscule des idoles, parce qu'il devait se terminer avec les divagations d'un actuel. Initialement, Nietzsche a beaucoup repris ce texte-là. Effectivement, cette dette et cette reconnaissance de dette est paradoxale, parce que Nietzsche nous dit d'emblée qu'il n'y a rien à apprendre des Grecs. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir une dette par rapport à ceux dont on ne peut pas s'inspirer? C'est tout l'intérêt de ce texte, parce que si on regarde bien, il commence par l'éloge des Romains que vous venez de lire, et ensuite il enchaîne, il ne parle que des Grecs en fait, tout en disant les Romains sont bien supérieurs par le style, etc. En réalité, il faut comprendre, dans le style toujours ironique, parodique de Nietzsche, que les Romains peuvent servir de modèle. On peut s'inspirer des modèles, du style romain par exemple, on peut s'inspirer de cette éternité du style romain. Mais en revanche, les Grecs sont trop exubérants, trop informes, et on retrouvera la notion dionysiaque par la suite, trop excessifs pour qu'ils puissent servir de modèle. Donc, à partir de là, je pense qu'on a déjà une idée très importante, c'est que l'héritage des Grecs, l'héritage de l'Antiquité, pour Nietzsche, n'est pas du tout quelque chose qui va de soi. On se réclamera toujours de l'héritage des Grecs, mais pour Nietzsche, on ne peut pas véritablement hériter des Grecs, parce qu'on ne les a pas vraiment compris d'un côté, et puis de l'autre, parce qu'ils ne peuvent pas servir de modèle.
François Julien, dans un texte qui s'appelle De l'intime récemment, le sinologue François Julien, a écrit jusqu'à quel point, justement, en passant, parlant de l'intimité, jusqu'à quel point sommes-nous les héritiers des Grecs? Et c'est une question que pose déjà Nietzsche. Est-ce que nous en sommes vraiment les héritiers? Est-ce que nous avons vraiment repris le style excessif des Grecs? Ce n'est pas certain. Donc, cette dette, c'est une manière pour Nietzsche de dire on ne peut s'inspirer des Grecs qu'en allant au-delà des Grecs, comme il le dit ailleurs. En allant au-delà des Grecs, c'est-à-dire en faisant un petit peu comme leurs gestes, tout en allant plus loin, en ne se contentant pas d'une imitation passive. Même s'il va lui-même préciser qui sont ces Grecs, puisqu'il distingue d'un côté les dialogues platoniciens, envers lesquels il est très très sévère dans ce texte. Il dit le dialogue platonicien, cette espèce effroyablement suffisante et puérile de dialectique qui agit comme un charme, et de l'autre, Thucydide par exemple, auquel il va rendre hommage. Et il y a ici une attention non seulement au style, mais aussi à la manière dont on peut hériter de l'un et de l'autre. Et il faut préciser d'emblée que cet héritage, même si Nietzsche insiste dessus, et donc termine son livre avec cette idée de dette et d'héritage, ne veut pas que celui-ci soit aveuglant. Il s'agit d'un héritage actif. Il ne s'agit pas de dire que c'était mieux avant et que nous devons nous conformer à ce qui serait des modèles, mais au contraire en tirer un mouvement qui nous permet d'aller de l'avant. Absolument. Lorsque Nietzsche dit Platon est ennuyeux, il n'y a que lui qui peut se permettre cela. Dans Parda bien et mal, il dit Descartes était superficiel, Platon est ennuyeux. On imagine facilement ce que ça donnerait dans une copie d'Agrègue si un candidat osait écrire cela. Donc Nietzsche ose cette énormité. Et d'ailleurs, sur Platon, on ne peut pas s'attarder à présent là-dessus, mais sur Platon, Nietzsche est très ambigu parce qu'il y a ses critiques, je dirais, officielles. Mais par ailleurs, il y a une très grande affinité, notamment sur le modèle politique avec Platon. Donc les choses sont comme toujours chez Nietzsche assez complexes. Quant à Thucydide, Nietzsche a toujours eu une affinité effectivement pour le style concret, réaliste. Il rapproche toujours Thucydide de la culture des sophistes, des réalistes. Et il oppose effectivement les philosophes de la Grèce. Voilà encore une reconsidération de l'héritage. Les philosophes grecs qui sont pour lui des décadents, Socrate en tête évidemment, plus que Platon d'ailleurs. Et de l'autre côté, les sophistes, qui était très mal vu jusqu'à tout récemment, dans l'histoire de la philosophie, bien sûr, vu comme par les lunettes de Platon, évidemment, très péjorative. Les sophistes, eux, qu'ils réhabilitent de manière, là encore, ironique, paradoxale, parce qu'ils incarnent certes le réalisme, mais Nietzsche ne va pas jusqu'à rejeter, justement, les philosophes, pas d'un bloc, en tout cas. Rien ne guérit si radicalement que Thucydide de la lamentable idéalisation des Grecs, à grand renfort de belles couleurs, que le jeune homme ayant reçu une formation classique emporte dans la vie à titre de récompense pour le dressage au lycée. La philosophie grecque comme la décadence de l'instinct grec. Thucydide comme la grande somme, l'ultime révélation de cette forte, rigoureuse, dure factualité qui habitait l'instinct des anciens Hellènes. Thucydide, sans être favorable en principe au Parti démocratique, a chaleureusement admiré Périclès, à qui il a prêté une émouvante défense de la démocratie athénienne. Il a eu aussi un sens très vif des possibilités de la thalassocratie athénienne. Il en a analysé au début les caractères, défini les moyens, relevé les faiblesses. S'il n'avait cherché que l'exactitude, il aurait tenté de reproduire exactement les paroles prononcées. S'il avait cherché le mérite littéraire, il les aurait recomposées librement. Mais il cherchait à expliquer. Aussi, tout en restant le plus près possible de la pensée générale qui fut exprimée, les recompose-t-il en s'arrangeant pour que, placés avant l'action, ils en pèsent à l'avance les motifs, les moyens, les chances. Ils donnent le sens et la clé. Ils sont la part propre de l'intelligence. Les Athéniens. Pour nous, à supposer que notre empire doive cesser, sa fin ne nous donne pas d'angoisse. Ce que nous allons plutôt montrer, c'est que tout à la fois, notre présence ici vise à un avantage pour notre empire et les propos que nous tiendrons maintenant au salut de votre cité. Car nous voulons une domination sur vous qui s'établisse sans nous coûter de peine et un salut pour vous qui serve notre intérêt commun. Et comment notre intérêt se trouverait-il dans l'esclavage, comme le vôtre dans la domination ? C'est que vous, au lieu des pires maux à subir, il ne vous arriverait que de vous soumettre. Mais nous savons qu'à la guerre, le sort se présente parfois de façon mieux partagée que ne le voudrait le chiffre différent des forces de chacun. Et pour nous, céder représente un parti d'emblée désespéré, tandis qu'avec une action en cours, subsiste encore l'espoir de ne pas tomber. L'espoir est un stimulant pour le risque.
C'est ce que vous, qui êtes faible, et dont un seul mouvement de la balance réglera le sort, vous devez songer à éviter. Nous estimons en effet que du côté divin comme aussi du côté humain, pour le premier c'est une opinion, pour le second une certitude, une loi de nature fait que toujours, si l'on est le plus fort, on commande. Platon est un lâche, écrit Nietzsche, par conséquent il s'enfuit dans l'idéal. Thucydide se maîtrise et par conséquent il maîtrise également les choses. C'est ce que nous venons d'entendre, Yannis Constantinides, dans l'extrait de la guerre du Péloponnèse, donc un dialogue entre les Méliens et les Athéniens, précédé par la voix de Jacqueline de Romilly, qui situait Thucydide comme dans son projet d'historien qui consistait à expliquer les choses. Est-ce cela qu'il faut entendre dans l'affirmation, dans la valorisation par Nietzsche de Thucydide, avec ce courage propre à Thucydide qui manquerait à Platon? Bien sûr, mais notons d'abord l'ironie qu'il y a à privilégier un historien aux dépens d'un philosophe. C'est toujours ces gestes nietzschéens iconoclastes, fondamentaux, qui visent à bouleverser les certitudes. Je rappelle simplement que le Crépuscule des idoles est une sorte de résumé de son œuvre. Il le dit très clairement dans Ecce Homo, c'est une sorte de digest de toute sa pensée. Et c'est surtout presque un manifeste publicitaire, puisque Nietzsche voulait le faire traduire en français, Crépuscule des idoles, pour se faire connaître. Pour lui, le Crépuscule des idoles est la formidable porte d'entrée à son œuvre. Donc il l'a conçu comme une sorte de digest, donc de résumé, qui permettent d'entrer dans son œuvre. Alors, pour ce qui est de la valorisation de Thucydide, qui n'est quand même pas qu'ironique, qui vise un renversement évident, là encore, de valeurs, des valeurs universitaires en l'occurrence, c'est que Thucydide représente effectivement cette absence de jugement de valeur. On le voit, on l'a vu dans le dialogue athénien et des Méliens. Nietzsche cite aussi la bataille de Corcyre, une fameuse bataille où le père tuait le fils et le frère, nous dit Thucydide, froidement, sans aucun jugement moral. C'est-à-dire que Thucydide représente justement cette froideur dans la description, dans l'explication, disait Jacqueline de Romilly tout à l'heure, qui tranche avec, effectivement, on va dire le platonisme, que Nietzsche distingue quand même de l'homme Platon. Nietzsche a toujours été sympathique envers l'homme Platon, mais attaque le platonisme comme doctrine, comme préparation au christianisme, comme idéalisme moral, etc. Donc, ce qui reproche à Platon, etc., en tout cas au platonisme, c'est ce refus de la réalité, le fait de la considérer comme factice, et le refuge dans l'idéal. Mais c'est surprenant quand même de le voir faire l'éloge de Thucydide, qui, comme l'a dit Jacqueline de Romilly, est particulièrement, cherche une neutralité dans son expression. Il n'essaye pas de rendre ses phrases plus littéraires, sans aucun effet de style, alors que Nietzsche, quand même, accorde de l'importance à l'écriture. Il suffit de le lire. Chaque phrase emploie des métaphores. Il y a un sens du rythme, une dimension poétique aussi à ses formules. Donc lui-même, et même ce qu'il dit sur l'importance de l'art, qui est essentiel au sein de l'existence humaine. Pourquoi du coup privilégier un travail non seulement d'historien, mais qui là pour le coup n'est le lieu d'aucun travail artistique? D'aucun travail artistique, non. C'est quand même, Thucydide, c'est un grand écrivain malgré tout, mais c'est tout dans la sobriété. Par rapport à Hérodote, par exemple, père de l'histoire, Thucydide est plutôt dans l'économie de moyens, dans la sobriété, ne s'attarde pas à des récits, enfin des anecdotes, digressions comme Hérodote, va à l'essentiel. Mais toujours être attentif ici au contraste dans le texte. Platon est versatile, c'est ce que nous dit Nietzsche. Platon a une diversité de styles chaotiques, il fait tous les styles possibles, ce qui est d'ailleurs, je dis en passant, parce qu'on n'a pas besoin de défendre Nietzsche, ce qui est le cas de Nietzsche aussi. Chez Nietzsche aussi, il y a une très grande variété de styles. Le Zarathustra n'est pas écrit du tout dans le même style que Crépuscule des idoles, qui n'est pas du tout écrit dans le même style que La Naissance tragédie. Donc on pourrait faire le même reproche à Nietzsche que celui qui fait à Platon, d'une extrême diversité avec finalement très peu de moyens de savoir que c'est le même auteur. Nietzsche disait d'ailleurs dans Ecce Homo que s'il n'avait pas signé certains de ses ouvrages, on n'aurait pas su que c'était le même auteur, tant la diversité est grande. Mais Thucydide, encore une fois, c'est cette économie de moyens, ce refus du jugement moral, et un style très presque romain, je dirais, justement, un style sobre, froid, lucide, donc à la fois réaliste, effectivement, mais le style toujours chez Nietzsche comme expression du rapport à la réalité, effectivement. Vous voyez, pour Nietzsche dit il faut créer son propre style, donc créer sa manière d'être, se donner forme. Donc là, effectivement, le style, du coup, est l'expression aussi du rapport à la réalité.
Donc chaotique dans le cas de Platon, du platonisme, et beaucoup plus sobre et précis dans le cas de Thucydide. D'ailleurs, en insistant sur le style, il met en œuvre ce dont il parle à plusieurs reprises au sein du Crépuscule des idoles, qui est cette importance du déchiffrage et du signe. Le style est un signe qu'il faut apprendre à déchiffrer. Un signe et même un symptôme parfois, puisque dans le problème de Socrate, par exemple, il y a cette... qui est un autre chapitre du Crépuscule des idoles. Dans le problème de Socrate, vous avez justement ce passage du monstre physique, la laideur de Socrate, comme expression de sa monstruosité morale ou de son excentricité morale. Flairer dans les Grecs de belles âmes, des miracles d'équilibre et autres perfections, admirer par exemple en eux le calme dans la grandeur, l'idéalité, la haute simplicité, de cette haute simplicité, une niaiserie allemande en fin de compte, je fus préservé par le psychologue que je portais en moi. Je vis leur instinct le plus fort, la volonté de puissance. Je les vis trembler face à la violence effrénée de cette pulsion. Je vis toutes leurs institutions se développer à partir de mesures préventives visant à se protéger réciproquement de leurs explosifs intérieurs. Cette formidable tension à l'intérieur d'eux-mêmes se déchargea alors en une hostilité terrifiante et impitoyable, dirigée vers l'extérieur. Les cités se mirent en pièces mutuellement, pour que les citoyens de chacune trouvent la paix avec eux-mêmes. On avait besoin d'être fort. Le danger était proche. Il rôdait partout. La splendide aisance corporelle, le réalisme et immoralisme audacieux qui est propre aux Hellènes, a été une nécessité, non pas une nature. Il ne fit que s'en suivre, il n'était pas là d'emblée. Les vertus socratiques furent prêchées parce que les Grecs les avaient perdues. Excitables, craintifs, instables, comédiens tout autant qu'ils sont, ils ne manquaient pas de raison de se faire prêcher la morale. Non pas que cela eût été de quelque secours que ce soit, mais les grands mots et les grandes attitudes vont si bien aux décadents. Le terme qui revient le plus souvent lorsque Nietzsche parle des Grecs, dans ce texte en tout cas, est celui de décadent. Yanis Constantinides. Comment comprendre ce terme de décadent? À quoi il renvoie? C'est les philosophes qui traitent de décadent dans un premier temps, mais effectivement, Nietzsche constate qu'il y a une décadence de la Grèce à l'époque et que donc Socrate vient au bon moment, ou au mauvais moment en tout cas, c'est-à-dire qu'il vient juste exprimer une réalité physiologique, une réalité civilisationnelle qui est déjà en place. Donc une sorte de décadence, de déclin de la nation grecque. Donc Nietzsche précise d'ailleurs dans le problème de Socrate, l'autre section, que Socrate n'aurait même pas été entendu à des époques plus élevées, qu'on lui aurait même pas prêté attention. Donc Socrate, c'est un séducteur pour des gens déjà affaiblis. Voilà le raisonnement de Nietzsche. Alors, je voudrais parler aussi de la volonté de puissance. Il parle de la volonté de puissance ici. On a tout récemment dit, c'est Romain Sarnel dans Comprendre Nietzsche, tout récemment dit que les concepts qu'on met toujours en valeur, volonté de puissance, éternel retour, surhomme, etc., sont excessifs, sont exagérés et qui n'ont pas la place qu'on leur donne dans les commentaires. Pourtant, on remarquera que dans cette section, ce que je dois aux anciens, toutes ces notions, ou presque, apparaissent. La volonté de puissance, l'éternel retour, l'inversion des valeurs, le dionysiaque. Donc la volonté de puissance ici, c'est un constat. Nietzsche, c'est pas un concept, mais un constat, la volonté de puissance. Nietzsche dit, voilà, j'ai vu chez les Grecs leur volonté de puissance. Donc c'est d'abord une réalité, et cette volonté de puissance, il a d'abord vu chez Thucydide, justement. Cette volonté de puissance que les Athéniens expriment de manière totalement cynique dans leur dialogue avec les Méliens. Donc en ce sens, la volonté de puissance apparaît comme une manière d'exprimer toute sa force, mais en même temps, comme je l'ai dit, les Grecs, voilà pourquoi il est difficile d'hériter d'eux, les Grecs sont toujours dans l'excès, alors que les Romains et Socrate sont toujours dans à différentes mesures, sont dans la modération. Socrate, justement, lorsque son démon se manifeste, toujours pour lui dire non, pour l'arrêter. Mais justement, du coup, c'est pas dans l'excès. Ce que le texte semble reprocher aux Grecs, c'est d'avoir été trop préventif et d'avoir cherché à se protéger de leurs explosifs intérieurs, dit Voilà, Nietzsche. c'est ce que j'appelle la maîtrise dans l'excès. Les Grecs font preuve de... Enfin, c'est pas un terme de Nietzsche, mais c'est une proposition que j'ai faite. C'est la maîtrise dans l'excès, c'est-à-dire que plutôt qu'une maîtrise étriquée,
vous voyez, comme celle de Socrate, qui essaie de tenir son chaos interne, nous dit Nietzsche, plutôt qu'une maîtrise étriquée tyrannique. Il y a cette maîtrise favorable dont parle Nietzsche, qui essaie de maintenir l'excès sans se laisser déborder par lui, sans aller jusqu'à la folie, sans aller jusqu'à l'éclatement dans le pur dionysiaque, dans ce qu'on pourrait appeler le pur dionysiaque. Donc les Grecs voulaient se protéger effectivement de ces explosifs internes, comme dit le texte, mais en leur laissant tout de même une libre expression. Et le théâtre tragique, justement, permettait à cette violence de s'exprimer, mais de manière canalisée. Vous voyez, mais difficilement canalisée, parce que ça risque de déborder à tout moment. Et dans les bacchanales, dans les fêtes dionysiaques, eh bien, ces explosifs sortaient de tout contrôle. Et là, il y avait un laisser-aller, une explosion autorisée pour justement pouvoir maintenir cette pression le reste du temps. Donc la décadence des Grecs s'expliquerait par l'impossibilité à maîtriser une volonté de puissance qui serait sans cesse explosive et qu'à trop vouloir justement la maintenir, elle se serait déversée sur l'extérieur et reconduite à la ruine, à la perte d'un état de fait et d'une harmonie, disons, politique et culturelle. Voilà, je crois que lorsque Nietzsche parle de nihilisme, ce qu'on ne voit pas souvent, c'est que le nihilisme, c'est quelque chose de récurrent dans l'histoire, qu'il y a des périodes nihilistes à plusieurs époques de l'histoire, à plusieurs moments de l'histoire, et que donc là, effectivement, on arrivait à un moment de fatigue, de grande fatigue. Nietzsche utilise toujours ce terme-là de fatigue pour exprimer la réalité de la décadence. Un grand moment de fatigue du peuple grec, de la civilisation. Et donc, effectivement, on ne pouvait plus contrôler cette volonté de puissance en la laissant s'exprimer. Du coup, on était sensible, nous dit Nietzsche, au discours moralisateur de Socrate, qu'on n'aurait pas entendu en d'autres circonstances. Donc Socrate serait arrivé comme au secours de cette civilisation. Et il lui dit ainsi, il dit la splendide aisance est corporelle, le réalisme qui est propre aux Hellènes a été une nécessité et non pas une nature. C'est donc elle s'est imposée de l'extérieur. Bien sûr, c'est le fait de donner forme à l'informe. Donc à l'inverse du dionysiaque. Alors, le dionysiaque, on en reparlera certainement après. Le dionysiaque est une notion qui a évolué dans le cours de l'œuvre de Nietzsche. Au départ, vous avez les frères ennemis, vous savez, Dionysos et Apollon, dans la naissance de la tragédie. Donc, vous avez Dionysos qui exprime l'ivresse, la folie, et Apollon qui est le principe de restriction, de modération. Et à la fin de son œuvre, Apollon disparaît, on n'a plus que Dionysiaque, mais c'est un Dionysiaque qui a intégré Apollon, en quelque sorte. Donc le dionysiaque chez Nietzsche de la fin, des dernières œuvres, c'est un dionysiaque, c'est une expression maîtrisée, justement, de cette folie, de cette ivresse. Donc c'est la maîtrise dans l'excès dont je parlais. Alors, donc ici le rapport au grec est fondamental parce qu'encore une fois, Nietzsche veut comprendre cette nécessité. Qu'est-ce qui fait des Grecs une exception? C'est peut-être cela le vrai miracle grec, puisque celui dont parle Goethe ou Winckelmann ne convainc pas Nietzsche. La sérénité des Grecs, c'est une fiction. Pour Nietzsche, ce n'était pas du tout serein. Mais le vrai miracle grec, c'est d'avoir donné cette impression de sérénité, alors qu'ils étaient travaillés de l'intérieur par ces forces discordantes. La psychologie de l'orgiasme, comme sentiment débordant de vie et de force, au sein duquel même la douleur produit encore l'effet d'un stimulant, me fournit la clé du concept de sentiment tragique, qu'aussi bien Aristote que nos pessimistes notamment ont compris de travers. La tragédie est si loin de prouver quoi que ce soit en faveur du pessimisme des Hellènes qu'il faut la considérer au contraire comme le rejet entier de celui-ci et sa contre-autorité. Le dire oui à la vie, jusque dans ses problèmes les plus singuliers et les plus durs, la volonté de vie se réjouissant en sacrifiant ses types suprêmes à sa propre inépuisabilité, c'est cela que j'ai appelé dionysiaque. C'est en cela que j'ai deviné un pont conduisant à la psychologie du poète tragique. Non pas pour se libérer de la terreur et de la pitié, non pas pour se purger d'un affect dangereux en le faisant se décharger violemment, ainsi que le comprenait Aristote, mais pour, au contraire, dépassant la terreur et la pitié, être soi-même le plaisir éternel du devenir, ce plaisir qui englobe encore le plaisir pris à détruire. Je me replace par là sur le terrain d'où sont issus ce que je veux, ce que je peux. Moi, l'ultime disciple du philosophe Dionysos, moi qui enseigne l'éternel retour. La bonne santé suffit, car mon être est beau, mais affreux. Et il n'est beau que parce qu'il est affreux. Guérir une maladie est un crime.
est écraser la tête d'un môme beaucoup moins vif que la vie. Le lait sonne, le veau se perd. Mais, malade, on n'est pas dopé d'opium, de cocaïne ou de morphine. Il faut aimer l'âpre, térébonde des fièvres, la jaunisse et sa perfidie, beaucoup plus que toute euphorie. Alors, la fièvre chaude de ma tête, car je suis en état de fièvre depuis 50 ans que je suis en vie, me donnera mon opium, ce celui, tête chaude que je serai, opium de la tête aux pieds, car la cocaïne est un os, l'héroïne un surhomme en os. When the music's over, when the music's over here, when the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h28. C'est le deuxième temps de notre série d'émissions consacrée au crépuscule des idoles de Nietzsche. Et pour l'occasion, j'ai le plaisir de recevoir le philosophe Yannis Constantinides, auteur notamment du nouveau culte du corps dans les pas de Nietzsche, chez François Bourin, éditeur et co-auteur avec Damien MacDonald de Nietzsche l'éveillé, paru aux éditions Ollendorff et Dessin. When the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights. Put the music in your special friend. Dance on fires in turns. Music is your only friend. Alors revenons sur ce que Nietzsche entend par le dionysiaque, puisqu'il lui fait lui-même référence à la toute fin des crépuscules des idoles, dans ce chapitre dont nous parlons, ce que je dois aux anciens. Ce qu'il appelle le dionysiaque est une forme de modèle psychologique de l'ivresse sexuelle et orgiastique. Il parle de la psychologie de l'orgiasme, qui est en fait une manière de penser le réel comme un processus créateur, artistique, plus que comme un être. Et la voix d'Antonin Artaud, qu'on a entendue juste avant, était assez troublante, déjà parce qu'il est complètement fou dans cet extrait, mais aussi parce qu'il disait quasiment mot pour mot ce que Nietzsche dit du dionysiaque. Il disait « Mon être n'est beau que parce qu'il est affreux », avec ce mélange dont vous parliez entre l'apollinien et le dionysiaque qui se rencontrent enfin. Le laid sonne tandis que le beau se tait. Et enfin, il dit « Voilà, j'ai été malade toute ma vie, mais quand on est malade, au moins on n'est pas dopé d'opium, de cocaïne ou d'héroïne, c'est-à-dire qu'on voit la vie, on dit oui à la vie, y compris avec ce qu'elle implique de souffrance. » Oui, alors Artaud était fou, mais comme dit Nietzsche, il y a toujours de la folie il y a toujours de la sagesse dans la folie. Et le dionysiaque, alors,
n'est pas que un processus créateur, c'est la création et la destruction à la fois. Le dionysiaque, c'est cette nature totalement chaotique, informe de la vie, l'éternel retour de la vie, dit Nietzsche, donc avec la souffrance, la douleur, la mort, très important. Et les Grecs avaient dit oui à cet éternel retour d'une vie par ailleurs tragique, dans son essence tragique, parce qu'ils avaient accepté la nature du dionysiaque. Et le dionysiaque, qu'est-ce que c'est, pour le dire de manière très claire? Le dionysiaque, c'est l'abondance, la surabondance de force. Vous savez qu'on est aujourd'hui dans une société qui prêche le principe de précaution, soi-disant principe de précaution, la mesure, la modération. Là, nous avons enfin l'éloge de la prodigalité, de la dépense, du gaspillage. Il serait urgent aujourd'hui que quelqu'un écrive un essai, c'est un éloge paradoxal de la dépense, par exemple, dans ces temps d'économie et de serrage de ceinture, etc. Alors que le dionysiaque, c'est justement cette exubérance de la vie. Si on voit la vie dans son innocence, dans sa fraîcheur, elle est exubérante, elle apporte des formes belles, mais aussi du lait, mais aussi des monstruosités. Et le fait de dire oui à tout, à la vie dans son ensemble, y compris, comme le dit toujours Nietzsche, à son caractère tragique, problématique, à la souffrance, à la mort, eh bien voilà ce que veut dire accepter le dionysiaque. Et Dionysos est aussi, alors, il y a un jeu important chez Nietzsche de personnages, comme chez d'autres auteurs importants, comme chez Kierkegaard ou d'autres. Dionysos, c'est aussi un dieu, évidemment, mais un philosophe, comme le dit Nietzsche ici. C'est important cette idée, c'est-à-dire Dionysos n'est pas un philosophe pour personne avant Nietzsche. Donc dire je suis le disciple du philosophe Dionysos, c'est Dionysos qui m'a appris directement cette réalité. Et je renvoie les auditeurs au dernier paragraphe de Par-delà bien et mal, qui a un très beau récit sur le génie du cœur, une référence à Dionysos, et donc un texte où Nietzsche dialogue de manière... là, on pourrait aussi soupçonner des prodromes de la folie, mais ce n'est pas le cas. Mais le fait que Dionysos redevienne vivant chez Nietzsche, qu'il soit un personnage, qui soit non seulement, enfin, il n'est pas du tout un concept, il n'est pas du tout simplement une réalité, mais un personnage, une réalité concrète. Et pourtant, on ne peut pas se contenter de faire l'éloge de Dionysos chez Nietzsche. Enfin, lui-même ne se contente pas de cela, puisque vous l'avez dit, il est indissociable quand même de l'apollinien, d'Apollon, de l'autre dieu qui, lui, est du côté de la beauté, de l'apparence, du lisse, du contenu. Et ce serait mal comprendre Nietzsche que d'y voir quelqu'un qui ferait l'apologie de l'exubérance, de l'hubris et de l'excès à tout prix. Il faut une forme de maîtrise aussi. Bien sûr. Nietzsche est le philosophe de la maîtrise, c'est certain. Mais une maîtrise qui se situe à 5 pas de la tyrannie, comme il le dit ailleurs dans Crépuscule des idoles. À 5 pas, c'est traduit à quelques pas en français, mais c'est littéralement 5 pas, tout près de la tyrannie. Tout près du seuil qui marque la tyrannie, nous dit Nietzsche. Parce qu'il y a une discipline tyrannique, celle de Socrate par exemple, qui étouffe, brime les instincts. Et Nietzsche souhaite une discipline qui doit être quasi tyrannique pour tenir toute cette violence interne, sans aller jusqu'à la tyrannie, c'est-à-dire la répression des instincts. Donc, il n'y a pas de juste milieu chez les Grecs non plus. Vous l'avez lu tout à l'heure, paragraphe 3 de Ce que je dois aux anciens. Il n'y a pas de juste milieu chez les Grecs, c'est une erreur. Chez les Grecs, il y a cette maîtrise dans l'excès, c'est-à-dire ils sont tout près de cette tyrannie des instincts, mais ils n'y basculent qu'à l'époque de Socrate, par fatigue justement, peut-être de maintenir cette pression, de rester sous tension. Mais se dire oui à la vie dont parle Nietzsche, alors vraiment dès la préface du Crépuscule des idoles et jusqu'à ce dernier chapitre, il est quand même problématique puisque Nietzsche parfois semble le nuancer. C'est le cas d'ailleurs au début du chapitre que j'ai lu pour ouvrir cette émission. Il dit « Mon oui n'est jamais complètement entier ». Il dit ceci, de manière générale, je ne dis pas oui en bloc, je suis enclin à dire oui, mais j'aime encore mieux dire non et préfère absolument ne rien dire du tout. Comment comprendre cette modulation du oui ? Oui, ce n'est pas le même oui. Là, il s'agit de Nietzsche en tant qu'écrivain secret, qui ne dit pas tout ce qu'il pense. Il le dit aussi dans Ecce Homo, il faut lire entre les lignes, je ne dis pas tout ce que je pense, je procède par énigme, etc. Je préfère ne pas être compris. Enfin, il y a tout ce jeu-là dans l'écriture nietzschéenne, qui est cette manière de se montrer tout en se cachant. Non, mais en revanche, le dire oui, et c'est très clair dans le Zarathustra par exemple, ce dire oui, est vraiment inconditionnel. Les Grecs servent pour le coup d'exemple peut-être inimitable parce qu'unique, mais d'un dire oui inconditionnel à la vie à travers le théâtre. Un mot sur Dionysos et Apollon. Dans l'essence tragédie, effectivement, vous avez cette dualité Dionysos-Apollon. Apollon finit par disparaître dans les derniers écrits de Nietzsche, mais en fait, il est intégré au dionysiaque. Peut-être, alors c'est juste une hypothèse, peut-être parce que Nietzsche a perçu le caractère dualiste de sa pensée de jeunesse dans l'essence tragédie, encore imprégné même de Schopenhauer.
Donc le fait d'opposer Dionysos à Apollon était encore une manière de maintenir un dualisme. Et dans la pensée anti-dualiste de Nietzsche, on dépasse justement ces dualités. Donc Dionysos a intégré Apollon finalement, et la mesure apollinienne, eh bien, elle s'exprime dans les trêves, dans les répits de la folie dionysiaque. Il a également besoin d'Apollon parce que là, dans cette justification de la vie, qui est le but de sa philosophie, Dionysios et Apollon sont tous les deux convoqués au service de cette justification de la vie. Eh bien, cette justification passe par le fait d'avoir le courage d'affronter les souffrances, les blessures, les douleurs qu'implique la vie, mais aussi l'aspect, disons, d'apparence, qui a un sens très particulier chez Nietzsche, mais il faut aussi faire l'éloge de ce qui peut être de l'ordre de l'illusion, peut-être, ce qui est de l'ordre du mensonger, ce qui n'est pas du côté de l'hubris, d'une maîtrise, qui vient peut-être se surajouter à un fond qui est chaotique, mais dans la mesure où les deux fonctionnent ensemble, il n'y en a pas un qui précéderait l'autre. Nous avons vraiment besoin de tenir les deux de manière à être le plus complet, exhaustif et puissant possible dans ce mouvement de justification de la vie. Bien sûr, l'illusion est vitale, et l'illusion ici ne trompe pas sur la nature de la réalité par rapport à ceux qui veulent fuir la réalité et qui présentent leur fiction, leurs idoles comme vérité. Nietzsche, au contraire, loue les Grecs pour avoir fait de l'illusion artistique une illusion consciente d'elle-même. C'est que l'art tragique est le meilleur exemple de cela. C'est rien n'est masqué, de la douleur, de la souffrance chez les Grecs. Rien n'est passé sous silence. Mais en même temps, on cherche à embellir le lait dont parlait Artaud. On cherche à embellir les choses les plus monstrueuses, l'inceste, la mort, la souffrance, etc. Donc, on cherche à en faire quand même une forme d'art. Voilà en quoi réside l'apport des Grecs. Et une image peut-être de la naissance tragédie pour exprimer cette richesse dionysiaque. Nietzsche parle de la surface de la mer, justement l'apparence artistique. La surface de la mer peut être calme, mais à l'intérieur, dans les profondeurs dionysiaques, il y a des remous, des choses qui se jouent, des oppositions, des contrastes qu'on ne voit pas à la surface. Un mot encore sur un concept, alors une doctrine, vous allez nous dire ce que vous en pensez, qui est proprement nietzschéenne et qui constitue les derniers mots du crépuscule des idoles, donc de ce chapitre, l'éternel retour. Et il le dit, je me replace par là sur le terrain d'où sont issus ce que je veux, ce que je peux, moi, l'ultime disciple du philosophe Dionysios, moi qui enseigne l'éternel retour. Lui-même, concluant avec l'éternel retour, est une manière de faire un pied de nez à cette conclusion qui n'en est pas une, déjà parce que deux autres textes vont se suivre, et c'est une manière de s'inscrire dans une circularité qui ne s'interrompt jamais. Bien sûr. Mais pour Nietzsche, il y avait ici le mot de la fin tout de même. On le voit dans l'avant-propos qui est signé le jour 30 septembre 1888, le jour de j'ai terminé l'inversion des valeurs, c'est-à-dire en fait l'antéchrist. Pour Nietzsche, c'est le mot de la fin tout de même, c'est-à-dire que c'est une manière de tout récapituler. Vous voyez, cette dernière section, elle reprend la naissance de la tragédie, elle fait référence à la naissance de la tragédie. Ce fut ma première inversion des valeurs, dit Nietzsche. Donc ici, on complète cette inversion, on est arrivé au bout finalement de la réflexion nietzschéenne, et tout est récapitulé. On reprend justement les grandes notions, volonté de puissance, le tragique, le dionysiaque, etc., l'éternel retour, et donc tout est récapitulé. Alors sur l'éternel retour, on pourrait en parler longtemps, sans fin, éternellement, mais l'éternel retour, en réalité, c'est effectivement une doctrine, un enseignement. Vous voyez, je suis celui qui a enseigné, je suis l'enseignant d'éternel retour. Donc l'éternel retour, pour Nietzsche, c'est une épreuve. Il faut toujours s'en rappeler, ce n'est pas une doctrine cosmologique, ce n'est pas un retour au stoïcien, une croyance que les choses se répéteront telles quelles, etc. C'est une épreuve, justement, pour évaluer l'amour de la vie. Est-ce que tu es prêt à revivre éternellement ce même instant ? Voilà l'éternel retour, c'est une sorte d'épreuve du caractère. Est-ce que tu es prêt à dire oui à la vie inconditionnellement, même, par exemple, à une journée de merde, vous savez, le site videmerde.fr. Donc, si tu as vécu une journée de merde, serais-tu prêt à la revivre au nom de ton amour fondamental de la vie ? C'est dans le Gai Savoir qu'on trouve, donc a été écrit
en 80 ou 82, je ne sais plus, enfin, en tout cas avant le crépuscule des idoles, qu'il cite comme ça l'éternel retour en parlant du poids le plus formidable. Que serait-ce si de jour ou de nuit un démon te suivait une fois dans la plus solitaire de tes solitudes et te disait « Cette vie telle que tu l'as vue actuellement, telle que tu l'as vécue, il faudra que tu la revives encore une fois, et une quantité innombrable de fois. Il n'y aura rien en elle de nouveau, au contraire, il faut que chaque douleur et que chaque joie, chaque pensée, chaque soupir, tout l'infiniment grand et l'infiniment petit de ta vie reviennent pour toi, et tout cela dans la même suite et dans le même ordre. » Et voilà, tu te demanderas comment est-ce que toi, homme, du coup, si un démon venait te dire ça, comment est-ce que tu réagirais? C'est une manière, la doctrine ou l'épreuve de l'éternel retour, d'effacer toute possibilité de refuge dans la représentation d'une fin. C'est dire que ne plus vivre en fonction d'un au-delà, d'un ailleurs, de quelque chose après la vie. Non, si la vie devait continuer, eh bien comment vivrais-tu? Est-ce que tu aimerais autant la vie? Complètement, c'est l'absence de finalité, l'absence de sens, accepter la vie dans son absurdité fondamentale, ne pas chercher à lui accoler un sens ou une finalité. Et fondamentalement, c'est le retour, nous aussi nous récapitulons ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est le retour à la dette, c'est la notion de dette, le poids le plus lourd, la dette. Nietzsche, dans un des premiers chapitres de Zarathustra, d'Ainsi parlait Zarathustra, évoque les 3 métamorphoses de l'esprit. Et la première métamorphose, c'est le chameau qui porte passivement le poids du passé. Donc qui en est en quelque sorte, qu'il a incorporé les valeurs sans jamais être actif dans cet héritage. Et Nietzsche lui opposera un peu plus loin, c'est très peu connu, lui opposera ce qu'il appelle l'héritier parfait, dans le chapitre La Salutation de Zarathustra, dans le livre 4, qui envisage l'héritier parfait comme celui qui assume cet héritage-là. Et l'éternel retour, c'est justement ce fait d'assumer tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité jusque-là. C'est d'être l'héritier de l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Et Nietzsche disait, imaginez la terreur, l'horrible épreuve d'être l'héritier, de devoir rendre compte de toute l'histoire de l'humanité. Et encore, il l'a écrit avant le XXe siècle. Donc Voilà, avant le devoir de mémoire et tout ce rapport un peu peut-être morbide à l'héritage. Pour Nietzsche, justement, il faut nous racheter d'être les enfants de nos pères, comme dit le Zarathustra, au même endroit. Il faut nous faire pardonner d'être les enfants de nos pères. Il faut que nous soyons en quelque sorte les pères de nos pères. Donc, nous devons fructifier cet héritage que nous subissons en général, comme le chameau, le fructifier pour aller vers une inversion des valeurs, de nouvelles valeurs qui ne pourront pas être un retour au grec. Nietzsche exclut d'emblée le retour en arrière, justement ce qui est paradoxal avec l'éternel retour. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. L'inversion des valeurs, c'est aller vers le surhumain, aller vers une autre organisation de la vie, de la société, qui est très ambitieuse, mais bon, qui relève d'un autre discours. Ça veut dire qu'il y a une dimension collective. L'éternel retour est une épreuve qu'un individu doit s'infliger pour mesurer sa force, mais ce n'est pas simplement sa propre vie qui est en jeu ici, c'est l'histoire de toute l'humanité. Nietzsche veut même la prêcher comme une religion. Nietzsche nous dit, les religions, je les admire, elles sont formidables dans la mesure où elles imposent une discipline collective. Donc elles font croire à des choses, à une très large population, à de très nombreux peuples. Donc Nietzsche présente cela comme le 5e évangile, le Zarathustra comme le 5e évangile, et le Zarathustra est tout entier, est très centré sur l'idée d'éternel retour, l'éternel retour du même. D'ailleurs, dans le parcours de Zarathustra lui-même, il y a un éternel retour de la même situation jusqu'à ce qu'il soit prêt à donner son enseignement, parce qu'il n'est pas prêt au début, justement, il recule devant la nécessité de donner son enseignement. Donc il y a cette épreuve de l'éternel retour qui permet justement de capitaliser l'histoire et de permettre un nouvel avenir. Nietzsche dit qu'il faut racheter le passé pour créer l'avenir. Je pense que tout est dit ici, on ne peut pas accuser Nietzsche de passéisme, parce qu'en réalité, il a toujours en vue l'avenir, les législateurs de l'avenir, la législation de l'avenir, mais à partir d'un héritage enfin actif du passé.
Merci beaucoup Yanis Constantinides d'être venu nous parler de Nietzsche aujourd'hui, du dernier chapitre du Crépuscule des idoles, dont je conseille la lecture à quiconque, puisque c'est un chapitre qui est court, qui est très dense, c'est vrai, qui est accessible, peut-être faussement accessible, car le style se lit sans problème, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de présupposés, mais que vous venez de déplier et d'expliciter là pendant cet entretien. Je renvoie les auditeurs à vos ouvrages, j'en ai 2 sous les yeux. Le nouveau culte du corps dans les pas de Nietzsche, chez François Bourrin, éditeur, et puis Nietzsche l'éveillé, chez Ollendorf et Dessin. Puis il y a aussi d'autres ouvrages de vous qu'on trouve dans la collection J'ai 1001 nuits. On les mettra en ligne sur le site des Nouveaux Chemins pour que les auditeurs puissent s'y référer. Si je pouvais revivre ma vie, bien je ne changerais rien, car nous sommes sur France Culture, il est 10h47, vous écoutez les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Encore 2 minutes, papillon. C'est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie, qui, comme tous les jours, vient vous parler d'un essai de philosophie qui vient de paraître. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Aujourd'hui, il est question d'écologie à nouveau. Et oui, toute cette semaine, je consacre ces 2 minutes papillon à des ouvrages qui sortent sur l'écologie. Et aujourd'hui, un débat entre Cornelius Castoriadis et Daniel Cohn-Bendit de l'écologie à l'autonomie qui paraît aux éditions du Bord de l'eau. L'écologie est devenue donc une préoccupation véritablement politique à partir des années 80. Préoccupation que les philosophes ont contribué à diffuser et à conceptualiser. Félix Guattari et l'écosophie, dont je parlais la semaine dernière, André Gortz et son écologie politique humaniste, ou encore Hans Jonas avec le principe responsabilité. À cette liste, on peut aussi ajouter Cornelius Castoriadis, le philosophe politique, a développé en effet toute une réflexion autour de l'écologie et de l'autonomie que l'on peut découvrir dans un ouvrage qui paraît à la fin de la semaine aux éditions du Bord de l'eau. Alors cet ouvrage est la transcription d'un débat qui a eu lieu en 1980 entre le député européen Daniel Cohn-Bendit, bien connu pour son engagement écologique, et Castoriadis, donc tous deux invités à intervenir sur la lutte antinucléaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce point qui peut paraître précis, Castoriadis parvient en une petite centaine de pages et au fur et à mesure des objections du débat à revenir aux problèmes philosophiques et politiques que pose l'écologie, à nous révéler toute sa puissance d'origine. Pour Castoriadis, l'écologie n'est rien de moins qu'une révolution. Après le mouvement ouvrier qui a remis en cause la notion d'autorité, le mouvement de l'écologie nous pousse à remettre en question notre mode de vie et nos besoins, selon le philosophe. Autrement dit, l'écologie nous pousse à remettre en cause ce que nous faisons de notre vie et pourquoi, ce qui paraît effectivement révolutionnaire. Mais on est loin pour autant d'un éloge abstrait de l'écologie. C'est bien au contraire une réflexion encore actuelle sur l'autogouvernement, sur la manière dont les hommes peuvent réformer leurs besoins sans que cette réforme soit imposée mais voulue par tous. De l'écologie à l'autonomie, Castoriadis nous invite en fait à passer de la maîtrise de la nature à la maîtrise de soi-même. Merci Géraldine. Chez quel éditeur paraît ce débat ? C'est aux éditions du Bord de l'eau, de l'écologie à l'autonomie, Cornelius Castoriadis et Daniel Cohn-Bendit. Merci beaucoup. Les Nouveaux Chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée au crépuscule des idoles de Nietzsche. Demain, je recevrai le philosophe Dorian Astor qui viendra vous parler des flâneries d'un inactuel ou des incursions d'un inactuel, c'est selon. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques, musicales concernant l'émission du jour et puis surtout vous pourrez la télécharger, la podcaster pendant 1000 jours afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter où l'équipe des Nouveaux Chemins met en ligne quotidiennement l'émission du jour.